Au sommaire, un Sénégalais tué cette nuit en Espagne, la police mise en cause. Nos compatriotes réclament l'autopsie du corps de Morsila. Et d'après le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, une autopsie sera faite et les responsabilités situées. Emprisonnement de 4 étudiants accusés d'être impliqués dans le caillassage du cortège présidentiel à l'université de Dakar. Les étudiants se prononcent sur le sujet. Ils ont des avis partagés. Le débat sur la dépénalisation de l'avortement au Sénégal remis au goût du jour par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Selon certains citoyens, il faut dépénaliser, mais dans certaines conditions. Matam et ses inondations, des habitations emportées par les eaux de pluie. La route nationale est coupée à plusieurs endroits. L'actualité internationale avec Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Au Mali, un ancien combattant de Mortar, Bel Mortar, a revendiqué l'attaque de Sévaré ce mardi. Il promet de nouveaux assauts. Toutefois, les enquêteurs n'écartent pas l'implication d'autres groupes terroristes. En Guinée, la date du 11 octobre est confirmée pour la présidentielle. Alpha Condé devrait être investi d'un moment à l'autre par son parti. Et puis un tour au Burkina Faso où les proches de Compaoré ont perdu une bataille devant le Conseil constitutionnel. Du basket et du football au menu de la page des sports, n'est-ce pas, cher Tidiane? Bien entendu, Antoine Diouf, balle orange, basketball précisément, fin ce soir du tournoi international de basketball de Dakar. Les Lions ont réussi la totale en autant de sorties, 2 victoires sur le Cap-Vert et sur le Mali. Et nous allons nous arrêter pour faire un bilan d'étape donc de ce tournoi qui finit aujourd'hui en fête du lancement du football professionnel au Sénégal. La saison est finie et selon certains qui suivent de très près l'évolution du championnat national, des pas en avant sont notés et nous allons aussi parler de la Super Coupe d'Europe qui va mettre aux prises ce soir 2 clubs espagnols. Il s'agit du FC Barcelone et le FC Séville. Le développement ce sera aux alentours de 12h15. Sans doute débat sur la dépénalisation de l'avortement au Sénégal. Que pensez-vous de cette recommandation du Comité des droits de l'homme de l'ONU? Point de vue vers 12h30. Bienvenue à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore un Sénégalais tué en Espagne. Morsila est décédé cette nuit après avoir été poussé du 4e étage d'un immeuble par des policiers espagnols. Le drame s'est produit à Salou, une localité située dans la province de Tarragone, en Catalogne. Morsila a été vendeur à la sauvette. Peiné par ce qui s'est passé, les Sénégalais d'Espagne réclament une autopsie, mais aussi que justice soit faite. Écoutons l'un de Cheikh Ndao au téléphone d'El-Hadj Ndiogou. À 5h du matin, un de nos compatriotes du nom de Morsila a été jeté par la fenêtre par la police de Morsila Esquadra. C'est une police spéciale qui n'a pas de formation, qui est en train de brutaliser les gens ici. Il l'a jeté par la fenêtre, il est mort juste. Ensuite, ils ont voulu l'évacuer subitement, sans pour autant qu'il y ait autopsie. Nous, en tant que Sénégalais, on a exigé que le juge soit là et que le médecin légiste soit là aussi pour faire l'autopsie. On a entravé la voiture de la police de partir parce qu'il voulait dissimuler la chose et partir subitement. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la bagarre qu'il a opposée aux policiers? Donc il se trouve que nous sommes en période d'été. Nous sommes ici, la majeure partie des Sénégalais ici sont des vendeurs ambulants. Ils ne vendent que des sacs, des maillots de Barcelone, de Madrid, tout ça. Donc comme ils font des visites durant la nuit, ils l'ont trouvé en train de prier. Donc au lieu de lui demander subitement la situation, donc ils ont fait une petite bagarre, ils l'ont jeté par leur fenêtre. Tous les Sénégalais sont là, ils sont en bloc. Nous attendons l'appui des autorités, mais malheureusement, aussi nous appelons à tous les avocats pour qu'ils nous viennent en aide. Malheureusement, nous n'avons personne pour nous venir en aide. Nous n'avons personne, ni les avocats espagnols, nous en avons sollicité une multitude parce qu'ils refusent de venir. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur rassure, d'après Sori Kaba, une autopsie sera faite et les responsabilités situées dans cette affaire. Il précise que la victime soupçonnée de détenir des produits contrefaits est mort en voulant s'échapper. Voici Sori Kaba. Il a été soupçonné de vendre des produits contrefaits et donc ils étaient venus avec un ordre de fouille, un mandat de perquisition pour fouiller un peu son appartement et c'est dans ces conditions-là qu'il a perdu la vie. Et d'après les policiers, selon la version officielle, il essayait de s'échapper et en courant il est tombé. Mais l'un comme l'autre, il faut qu'on comprenne que c'est à l'occasion de cette visite policière qu'il a perdu la vie. Donc advienne que pourra, la responsabilité de la police est engagée. Et comme l'autopsie est en cours, parce que l'autopsie se fera, en relation ce matin avec le consulat général du Sénégal à Madrid, il a déjà pris le dossier en main
et a instruit tous ses services pour que l'autopsie soit faite afin que la lumière puisse être tirée au clair. Je pense que dans cette logique, il n'est pas bon qu'on ait des prises de position, ni de la part des Sénégalais, ni de la part des autorités espagnoles. Le plus important, c'est que nous puissions vérifier exactement ce qui s'est passé et que les responsabilités soient situées et que la justice puisse être faite. C'est ça la position officielle et c'est sur ça que nous cherchons aujourd'hui à travailler en relation avec le consulat général à Madrid. Morsila, originaire de Mbour, était âgé d'une quarantaine d'années. Les Sénégalais expulsés du Gabon arrivent à Dakar cet après-midi. Au nombre de 54, ils se trouvent présentement à Kidira, à la frontière entre le Sénégal et le Mali. 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Au lendemain du placement sous mandat de dépôt de 4 étudiants du PDS et de Réumi dans l'affaire du cassage du cortège présidentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'affaire est diversement appréciée. Pour deux camps, la justice a pris la bonne décision et pour d'autres, c'est assez sévère. Mais le président Macky Sall est invité à faire preuve de clémence par les étudiants. Reportage Mohamed Kalimouba. Au milieu du jardin du campus pédagogique de l'université de Dakar, on est studieux. Ça révise de tous côtés. Les examens approchent à grands pas pour certains. Mais on n'a pas pour autant oublié les camarades incarcérés à Rebus, même si c'est pour les laisser à leur propre sort. Ibrahima Badian, première année anglais. L'acte qu'ils ont fait, ça c'est inhumain. Et ça c'est à salir les étudiants de l'ICAT. Moi je conçois que ça c'est normal, ils n'ont qu'à les juger. Sévir, punir pour l'exemple. Pape Moussa Ndiaye, Master 1 n'est pas contre, mais il pense que le parquet aurait pu être plus clément. Je crois qu'il fallait au moins les sanctionner peut-être verbalement, peut-être, ou bien avertir. Si, bien effectivement, les avertir, au lieu que les réparer ce moyen de... Parce que je crois que franchement, c'est un peu dur, c'est très dur même. L'étudiant en Master 2 linguistique, Ndare Cissé, doute lui de la culpabilité de ses camarades inculpés. Car à chaque manifestation politique ou religieuse ou quelque chose d'autre, il y a des intrus. Il y a des gens qui sont toujours intéressés pour faire du mal. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce sont les étudiants qui ont jeté des pierres sur le corps du président de la République. Les étudiants interpellés ont été placés sous mandat de dépôt hier. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, entre autres chefs d'inculpation. Ils sont le coup de l'article 80 à l'université de Dakar. On semble avoir pris toute la mesure de l'affaire, même si on ne prévoit aucune action pour les faire libérer. Le SAMES maintient sa grève de 72 heures qui démarre demain. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal précise qu'il n'y a pas encore d'avancée significative dans les négociations avec le gouvernement. Son chargé de revendication, Djibril Yann Sané, avec El Hadj Nogoudine. La grève est toujours maintenue parce que vous êtes sans savoir que hier nous étions convoqués au niveau du ministère de la fonction publique pour des négociations, disons même en fait parce qu'on avait déjà négocié, donc c'était pour en fait le suivi du protocole en fait d'accord qu'on a eu à signer en fait depuis mars 2014 avec le gouvernement. Mais jusqu'à présent, on nous a pas en fait fait des faits concrètes parce que on a eu à discuter en fait sur 4 points et sur ces 4 points, on a seulement en fait eu des promesses sur un seul point. C'est concernant l'indemnité de spécialisation médicale pour les universitaires. Quand même, nous, médecins non universitaires, quand même, ce problème a été réglé depuis très très longtemps. Donc là, nous avons décidé en fait de maintenir en fait les 72 heures de grève. Le SAMES donc qui va en grève demain. La dépénalisation de l'avortement au Sénégal, c'est une recommandation du comité de l'ONU aux droits de l'homme. Les Sénégalais abordent la question en étant très partagés entre la morale religieuse et le bien-être de la personne humaine. Certains pensent qu'il faut dépénaliser, mais dans certaines conditions. Un reportage de Mantouré. Avortement, c'est peut-être le mot qui fait peur, qui choque, parce que tuer un tout petit être humain avant qu'il ne soit né est impardonnable. C'est une preuve d'irresponsabilité. Première approche. L'avortement, je ne suis pas d'accord. Vraiment, le légaliser, cela veut dire c'est vraiment faire la promotion de la perversité. Momar Betilo procède de façon scientifique. Il emmène le sujet, pose le problème, regarde les mots et leur sens dans chaque contexte donné. Bon, je reviens toujours sur le mot dépénaliser. Je suis d'avis qu'on autorise l'avortement pour les viols, les cas de viol, les cas d'inceste.
les cas de grossesse non désirée pour les bas âges. Si dépénaliser veut dire, de façon terre à terre, arrêter de considérer l'avortement comme passible de poursuite pénale, oui, lui, il est d'accord, mais à des conditions. Sur des grossesses non désirées, comme l'inceste, et aussi le viol, ou bien, par exemple, ça va de la santé de la femme, en ce moment-là, ça peut être légal. C'est maintenant qu'intervient la religion. Celle révélée n'accepte pas l'avortement, sauf si la grossesse porte atteinte à la vie de la mère. L'inceste, les grossesses précoces, les viols, aussi impardonnables soient-ils, moralement et psychologiquement pour la victime, s'ils ne mettent pas en péril la vie de la mère, le bébé doit vivre. Attention aux interprétations de la religion, nous indique Momar Betilo. Moi, ça, je ne sais pas si la religion est d'accord, parce que c'est vérifiable, c'est toute une vie. Quelqu'un qui subit ces choses-là a une vie très difficile devant elle. L'avortement, un drame? Non, il n'en est pas un. Chacun a ses arguments, pour ou contre, grave ou pas, c'est selon les croyances, les principes, ce qui est bon pour l'un peut être très mauvais pour l'autre. RFM, la radio de toute l'actualité. Vous suivez le grand journal partout au Sénégal. Les pluies de ces dernières 24 heures ont fait des dégâts à Matam. Des maisons ont été endommagées. La route nationale coupée à plusieurs endroits. Le point de la situation avec vous, Ali Bandelian. Depuis le début de cet hivernage, la région de Matam souffre également des conséquences désastreuses des fortes pluies. Au-delà des 23 morts enregistrés dans l'ensemble des 3 départements de la région, composés essentiellement d'enfants dont l'âge se situe entre 6 et 12 ans, les dégâts sont également nombreux. À Deiba, localité située dans le département de Kanel, des familles entières sont toujours sans abri suite à l'envahissement des maisons. C'est le cas à Goumal, dans le même département, cette fois dans la commune de Orkadjere. En somme, malgré les engagements des pouvoirs publics, aucune action d'envergure n'a encore été entreprise pour sécuriser ces localités qui vivent chaque année des inondations. À Matam, il est aujourd'hui presque impossible de circuler dans une bonne partie de la ville. La construction tant attendue d'une digue de protection reste toujours une promesse encore non tenue, exposant du coup le périmètre communal aux inondations de la crue du fleuve Sénégal. Au Dandemayo, où le fleuve déborde chaque année pour quitter son lit naturel, les habitations et les rizières sont chaque année inondées sans aucune mesure préventive. Au-delà des fortes pluies et de la montée des eaux de la crue du fleuve Sénégal, la forte pression des eaux de ruissellement en provenance du Ferlo a également fini d'accentuer la dégradation de la route nationale 2 avec des brèches ouvertes presque au niveau de tous les ouvrages d'art. Une situation qui justifie la mobilisation par la Géroute d'une entreprise en charge de rétablir la circulation après chaque forte pluie. Matam, Ali Bandelian, RFM. Le pont de Sarmat qui relie les deux parties de Richatol menace de s'écrouler. L'ouvrage, qui enjambe le canal principal de la compagnie sucrière sénégalaise, construit depuis l'époque coloniale et dans un piteux état. Alousseinou Diagne. Attention, il y a danger. Le pont Sarmat qui enjambe le canal principal de la compagnie sucrière sénégalaise est fortement dégradé. Cette infrastructure construite depuis 1946 n'a jamais fait l'objet de réhabilitations sérieuses selon des usagers qui craignent pour leur sécurité. Piétons, conducteurs de calèches, vélotaxis, tous dénoncent l'état défectueux de l'ouvrage rongé par la rouille. Pourtant, ce pont qui était au cœur du discours des campagnes de tous les prétendants à la mairie de Richatol n'a même pas été visité par le président Macky Sall lors de sa tournée économique. Les charrettes, les voitures, les Jakarta et même les voitures qui se rendent à l'usine du semence qui se trouve là, des voitures 400 bars qui se passent ici parfois, qui prennent plus de 60 sacs et qui passent. Et lorsque le président venait ici, ils ne l'ont pas fait arriver jusqu'à là. Ils l'ont fait contrôler pour se rendre à l'usine. Mais je savais que si le président était venu jusqu'à là, je crois que le problème serait réglé. Vite alors, il faut intervenir avant que l'irréparable se produise, avertissent les Richatolois. Richatol, c'est le dernier effet. Le pont Sarmat, donc, qui menace de s'écrouler. C'est à Richatol. Bientôt, les quartiers périphériques de la commune de Louga seront approvisionnés correctement, annonce le directeur général de la SONES qui a fait cette annonce
Pour régler le problème, un forage et un château d'eau seront prévus ou sont prévus. Tout simplement, vous entendrez le directeur général de la SONES lors de nos prochaines éditions. Programme de coopération internationale communale, 5 collectivités locales à travers le pays seront appuyées par la coopération belge à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA. Cet argent sera destiné aux petits producteurs locaux de ces communes. Correspondance à Louga, Abdoulaye Sambou. De soulagement des petits producteurs locaux, des collectivités locales de Léona, Grand Dakar, Diourbel, Sédhiou et Mbour qui vont bénéficier de l'appui du programme de coopération internationale communale. Ce programme, qui réunit 5 collectivités locales du Sénégal et 5 autres de la Belgique, est financé par le gouvernement belge à hauteur de 650 millions de francs pour une durée de 3 ans. À travers un système de fonds de garantie, des conventions sont signées avec des institutions de financement décentralisées pour appuyer ces petits producteurs locaux. Objectif, promouvoir le développement local. Mamadou Sen, en charge de la coordination du programme de coopération internationale communale au Sénégal. L'idée, c'est vraiment de faire accéder les petits producteurs, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ceux qui n'ont pas accès au système de financement classique, bancaire et autres, de pouvoir, dans des conditions relativement douces, accéder à des financements pour pouvoir promouvoir le développement local. Mais je dois préciser que ces financements excluent les gros producteurs, excluent les salariés. C'est des financements avec objectif de lutte réellement contre la pauvreté. Et donc, ce sont les tout petits producteurs qui sont ciblés et la condition, c'est que ces petits producteurs sont également au niveau local parce qu'il s'agit de promouvoir le développement économique local. À Léona, commune qui a rejoint le groupe des collectivités locales bénéficiaires, le maire s'est félicité de cet appui qui verra les producteurs de la zone bénéficier de motopompes, de petits forages et de matériel agricole, entre autres. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. L'actualité internationale. C'est parti avec Sornana Tambaye. Mali, les enquêteurs dans l'attaque de Sévaré savent maintenant où chercher. Quelqu'un a revendiqué l'assaut. Souleymane Mohamed Kenen, ex-combattant du terroriste Mortar Bel Mortar. N'empêche, les enquêteurs n'écartent toujours pas l'implication du groupe Ansaroudine Daoud Diofa. Son nom, c'est Souleymane Mohamed Kenen et c'est dans un entretien téléphonique avec nos confrères de l'AFP à Bamako qu'elle a laissé entendre, je cite, la main de Dieu a guidé les Moudjahidines à Sévaré contre les ennemis de l'islam. 15 infidèles et leurs complices ont été tués. Le cadre djihadiste a déclaré aussi que le cheikh Amadou Koufa a également donné sa bénédiction pour l'attaque. Souleymane Mohamed Kenen a par ailleurs affirmé que la même main de Dieu a permis aux Moudjahidines de tuer 3 militaires dans la région de Mopti et promet d'autres attaques contre les ennemis de l'islam. Le député proche de Amadou Koufa, ce prédicateur islamiste originaire de la région de Mopti, Souleymane Mohamed Kenen a également fait partie en 2012 de l'aile malienne de combattants pour Mortar Bel Mortar, alors que le nord du Mali était sous contrôle de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Puis, il a fondé son propre groupe de combattants. Rappelons qu'hier lundi, 3 soldats maliens sont morts dans un véhicule qui a sauté sur un engin explosif improvisé près de la localité de Gaboza, c'est dans le centre du Mali. En Guinée, la date du 11 octobre est maintenue pour la présidentielle. Et c'est une confirmation du président lui-même, Alpha Condé. Plusieurs leaders politiques ont déjà été désignés candidats de leur formation. Le RPG, parti au pouvoir, tient en ce moment son congrès à Conakry et nous allons certainement y revenir avec Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry. Ce sera tout à l'heure. Guinée toujours, un député membre de l'opposition a été arrêté. Cet élu est poursuivi pour coups et blessures volontaires. Il a eu un violent différend avec un opérateur économique. Ousmane Gawal Diallo est très critique vis-à-vis du régime d'Alpha Condé. Les détails avec Germaine Anastasie Diouf. Ousmane Gawal Diallo a passé sa première nuit à la prison civile de Conakry. Avant son arrestation, le député de l'UFDG, principal parti d'opposition, a été convoqué la semaine dernière. C'est au lendemain de son altercation avec un opérateur économique guinéen, Mamadou Djoulé Diallo, qu'il aurait blessé au bras et sous le visage à l'aide d'un verre. Ce Guinéen, plus connu sous le sobriquet de Tané, aurait alors porté plainte. Mais lors d'un entretien téléphonique avec RFI, il a nié avoir porté plainte contre le député. La gendarmerie a adressé une convocation à Ousmane Gawal Diallo qui n'a pas répondu. Après la réquisition aux fins de comparution forcée écrite par le procureur du tribunal de Mafanko en banlieue de Conakry, les forces de sécurité ont enclenché une action contre lui. Son domicile est perquisitionné, alors il a décidé de se présenter lui-même aux autorités. Ousmane Gawal Diallo est accusé de coups, blessures volontaires et injures publiques. Et nous revenons sur donc la date de la présidentielle qui a été maintenue. Plusieurs leaders politiques ont déjà été désignés candidats de leur formation. Le RPG, parti au pouvoir, tient en ce moment
son congrès à Conakry. La correspondance de Zakaria Kamara. Lundi soir, le président Condé a signé un décret confirmant la date du 11 octobre. Un collège de médecins a également été désigné pour un rôle de certifier l'état de bonne santé des candidats, mais des candidats qui devront payer avant 800 millions de francs guinéens, représentant le montant de cautionnement selon la Commission électorale nationale indépendante. Toutefois, ce montant, précise la CENI, sera entièrement remboursé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats à tous les candidats ayant obtenu 5% des électeurs. Dans 30 jours, les différents candidats tenteront de convaincre les électeurs guinéens. Seulement, les dépenses de la campagne ne doivent pas dépasser 20 milliards de francs guinéens selon la CENI. Plusieurs partis politiques ont organisé leur congrès et désigné leurs candidats. C'est le cas de Cellou Dalein Diallo, chef des files de l'opposition. D'autres, comme les anciens premiers ministres Lansana Kouyaté et Sidia Touré, restent pour le moment silencieux. Le président Condé, lui, devrait sans surprise être présenté dans quelques heures comme candidat du RPG. Conakry, Zakaria Kamara pour RFM. Burkina Faso, le Conseil constitutionnel se dit incompétent dans l'affaire Blaise Compaoré. En juillet dernier, le Parlement avait voté la mise en accusation de l'ancien président pour haute trahison. Des députés qui lui sont toujours fidèles ont saisi la haute juridiction pour annuler la procédure et celle-ci s'est déclarée incompétente. Aminata Thior. Selon l'AFP, le Conseil constitutionnel du Burkina affirme être incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président pour haute trahison. Le 31 octobre 2014, des élus proches de Compaoré ont demandé au Conseil constitutionnel d'annuler cette procédure, y voyant une chasse aux sorcières. La juridiction a fait savoir qu'elle ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité des lois déjà promulguées ou en vigueur. Le vote du Parlement ne rentre pas dans son domaine de contrôle. La décision du Conseil constitutionnel ne peut faire l'objet de recours. Les premiers jugements auront lieu vendredi, affirme le procureur général de la Haute Cour de justice. Le président Michel Kafando estime que l'exil de son prédécesseur dans la capitale ivoirienne ne représente aucun problème pour Ouagadougou tant qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Le 16 juillet dernier, Blaise Compaoré a été reconnu coupable d'attentat à la Constitution et son gouvernement pour assassinat et coups et blessures volontaires. Aminata Thior, stagiaire qui nous vient de Paris-Bénin, Patrice Talon, attendu de Pièce-Armes. L'homme d'affaires doit regagner Cotonou en mi-août après 3 ans d'exil en France. Il pourrait toutefois être inquiété par la justice. Dès qu'il a appris la nouvelle, le président Boniaï a fait appel à la ministre de la Justice et au procureur général près la cour d'appel de Cotonou. Ils ont reçu l'ordre de ressortir les dossiers de poursuite contre l'homme d'affaires. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics lors de la dernière campagne de coton qu'il a gérée en 2011-2012. Les autorités veulent l'arrêter à sa descente d'avion ce 15 août, Antoine. Merci, Sornana Tambaï. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Débat sur la dépénalisation de l'avortement au Sénégal. Que pensez-vous de cette recommandation du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui demande au Sénégal de dépénaliser l'avortement? Ici donc, dans notre pays, on en parlera dans quelques instants. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour, Antoine Diouf. Fin ce soir du tournoi international de basket de Dakar. Le Sénégal a signé hier sa 2e victoire. Parfaitement, Antoine. Les Lions ont réussi pour l'instant la totale en autant de sorties, de victoires successivement face au Cap-Vert et face au Mali. Des sorties qui ont permis d'avoir en tout cas une idée sur le niveau de jeu de l'équipe coachée par Cheikh Sarr. Il y a encore cependant des améliorations à apporter selon Ousseynou Diago. Il fut le directeur technique national de basketball sénégalais. Ils ont beaucoup travaillé à huis clos pour un peu les structures, les attaques et les défenses. Et lors de ce tournoi, ils sont en train d'être à l'épreuve ces situations de jeu. Donc, et en même temps, voir quelles sont les combinaisons possibles. Ce qu'il y a à part faire, c'est beaucoup plus asseoir le collectif. Asseoir le collectif, particulièrement
sur la base des structures, que chacun comprenne ce que l'entraîneur, que le staff technique veut, que les gens adhèrent à la philosophie. Et au cours des 2 matchs, nous avons vu, autant il y a eu beaucoup plus de fluidité dans le jeu offensif contre le Cap-Vert, autant hier contre le Mali, nous avons vu qu'ils avaient mis l'accent particulièrement sur la défense. Et cela, effectivement, c'est concrétisé par un score très faible qu'ils ont encaissé, je crois, autour de 52 points. Je pense que c'est déjà de bon augure. Pour parler, Antoine, de la dernière rencontre du Sénégal dans ce tournoi, le Sénégal A, l'équipe nationale, donc, qui va rencontrer la sélection B du Sénégal, une sélection locale, on va l'appeler comme telle. Justement, l'entraîneur de l'équipe se prononce sur le match de cet après-midi. Il s'appelle Chersar, des propos recueillis par ce terme. Cette équipe-là a joué contre le Mali en aller-retour, quoi. Peut-être après, c'est Vélo qui n'est pas dedans et pardon, quoi. Mais tout le reste, ils sont là, quoi. Quand tu fais Mohamed Diop, quoi. Mais tout le reste, ils sont ici, hein. Je pense que c'est une bonne équipe qui a été même renforcée par d'autres joueurs, avec Ngour et Djandi, sont revenus, mais c'est une bonne équipe, quand même, qui a de l'allure, quoi. Voilà, bon, peut-être qu'ils ne sont pas préparés comme nous, longtemps, et puis je pense qu'ils ont pris 2 systèmes à 3, mais c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, quoi, parce que c'est pas évident de les battre. Parce que les gens qui veulent nous faire manquer, peut-être, ils montraient que je suis trompé, il fallait me prendre, donc je pense qu'il y aura un autre esprit de jeu, et pour vraiment montrer qu'ils sont aussi valables que les joueurs qui sont ici, quoi. Donc ça va être un match très compliqué, et je pense que je vais tout faire pour changer, sortir les titulaires, peut-être mettre les autres joueurs, quoi, qui pourront vraiment avoir un peu de rythme, quoi. Notez que pour son dernier match du tournoi, le Sénégal joue cet après-midi contre l'équipe B, une sélection locale. Juste après, le Mali va en découvre avec le Cap-Vert. Notez que ce tournoi de Dakar sert de préparation à l'afro-basket masculin devant démarrer le 19 août prochain en Tunisie, Antoine. Cher Tigane, on va faire le bilan d'étape. La saison est finie et nous parlons football de l'ancêtre du football local et selon certains qui suivent de très près l'évolution du championnat national, des pas en avant sont notés, même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Nous allons écouter notre confrère Dembovaro. Le professionnalisme ne se fait pas en 5, 6, 7 ans ou 10 ans même. Je pense que quand on regarde les pays développés, le professionnalisme s'est fait sur plusieurs années. Maintenant au Sénégal, en fait, je pense que le premier acquis qu'on a fait depuis 2 ou 3 saisons, c'est qu'on maîtrise beaucoup le calendrier. On sait à quel moment finir le championnat et pour la plupart on le tient en 6-7 mois. Donc je pense que sur ce côté, les dirigeants ont vraiment fait un très bon pas. Maintenant, c'est beaucoup plus sur l'organisation. Je pense que au niveau des équipes, il manque vraiment une organisation digne de club professionnel, parce que on n'est pas sans savoir que la plupart des clubs dépendent d'un seul homme ou bien au grand maximum de 2 ou 3 bonnes volontés. Donc ce qui fait que nos clubs ont beaucoup de mal à vraiment budgétiser, à vraiment prendre en charge toutes les dépenses qui vont de pair avec le professionnalisme. Et puis Antoine, pour terminer sur l'international finance ce soir, la Supercoupe d'Europe de clubs espagnols se frotte à partir de 18h45. FC Barcelone fera face au FC Séville. Cette rencontre bientôt prise pour rappel le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Liga Europa. C'est bien fini cette page de sport, Antoine Diouf. Merci chef. RFM. Reportage vacances. Reportage vacances. Reportage vacances. Aujourd'hui, on s'intéresse aux enseignants du supérieur. Les vacances, ils n'en connaissent presque pas. Si ce n'est les années académiques interminables, ce sont les recherches qui les occupent en tout temps. Reportage à l'université de Dakar à Wambaye. Son allure à la fois correcte et décontractée peut tromper plus d'un. Il donne l'air de quelqu'un qui est déjà en vacances. Jean bleu assorti d'une chemise blanche courte manche, professeur Magaï Kassé descend de son véhicule 4x4 d'où s'échappent quelques notes de musique. Non, il n'est pas en vacances. Il s'apprête même à rejoindre ses étudiants en amphithéâtre. J'ai un examen dans 10 minutes. Et il précise,
ceci. L'universitaire n'a pas de vacances. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Cela veut dire que quand nous ne sommes pas dans les amphithéâtres et dans les salles de cours, nous passons notre temps dans les salles de recherche. À cela s'ajoute un contexte particulier. Depuis plus d'une dizaine d'années, les universités vivent en sureffectif et du coup, le professeur d'université subit cette surcharge de travail, selon professeur Magaï Kassé. Nous avons des copies par centaines à corriger. Nous sommes dans la réforme LMD. Donc les examens se passent en semestre, premier semestre, second semestre. Si bien que les mois qu'on devait consacrer à la recherche, notamment le mois d'août et le mois de septembre, sont consacrés depuis plusieurs années à corriger des copies et à faire des sessions d'évaluation. Cheikh Mokhtar Ba, lui, n'a même pas de temps pour souffler, interpellé par-ci et par-là par les étudiants pour des renseignements. Il est finalement assailli. Il enseigne la philosophie africaine, l'enseignement et la recherche. C'est un choix et il l'assume. C'est notre destin, nous l'avions choisi et il nous faut absolument l'assumer. Ici ou à la maison, nous sommes obligés de côtoyer les ouvrages, nous sommes obligés de côtoyer les instruments de recherche, d'autant plus que c'est notre raison d'être. Mais il avoue que ce n'est pas du tout facile pour la famille. Parfois, c'est difficile. Les grèves récurrentes constatées ces dernières années viennent allonger le calendrier académique, ce qui laisse croire que l'université n'a pas de vacances.